Diminuer sa consommation, réaliser des économies, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et nourrir sa responsabilité sociale en pratiquant l'économie circulaire. Un levier formidable pour réussir la transition énergétique. On en parle avec Benjamin Grise, directeur au cabinet d'études Argon Co, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Benjamin Grise, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, comment définissez-vous l'économie circulaire? L'économie circulaire, ça regroupe tous les modèles économiques qui visent à maximiser de la valeur en minimisant l'utilisation des ressources ou en minimisant les déchets. Donc c'est par exemple la réparation, le reconditionnement, la location ou le recyclage. Et quelle est la vocation précisément d'Argon Co, puisque j'ai commencé, je suis allée vite en besogne. Ouais. Alors nous, on accompagne plus largement, on accompagne les organisations dans leur transformation pour répondre à leurs défis, supply chain, logistique, etc., pour mettre en place leur stratégie. Et spécifiquement sur l'économie circulaire, ça modifie beaucoup de choses dans les opérations et donc on les aide à définir comment mieux fonctionner et être compétitifs pour relever ces défis. Alors, est-ce que tous les produits sont éligibles à l'économie circulaire? On peut tout recycler, tout traiter? Alors non, on peut pas, alors l'économie circulaire déjà c'est vieux comme le monde, hein, mais en tout cas, aujourd'hui le défi c'est que ça se déploie sur des nouveaux types de produits, mais il y a quand même des produits sur lesquels c'est moins facile que d'autres. Par exemple, si je prends 2 extrêmes, une machine à laver c'est très lourd, on s'en sert un peu tous les jours, et donc ce serait très peu éligible à la location. Parce qu'il faudrait le déplacer à chaque fois. C'est vrai. Donc, je caricature, mais c'est ça. Un autre extrême, un iPhone, ça coûte très cher, c'est réparable et ça prend pas de place. Donc on peut très facilement l'envoyer, le réparer et lui donner une deuxième vie. Alors c'est vrai, l'extrême absolu inverse, c'est, ce phénomène d'obsolescence programmée, hein. On a, souvent des machines, des équipements qui tombent, en panne, tout seuls. Comme par hasard, c'est, souvent, au lendemain de la fin de la garantie. Enfin, c'est ça, expérience personnelle. Et puis, on se dit que, voilà, les fabricants ont fait exprès parce qu'ils ont intérêt à ce qu'on consomme régulièrement et qu'on rachète. Dans une approche économie circulaire, on veut que les produits durent longtemps. On a du mal à y croire. Une société, elle est capable de se dire: «Vous n'allez pas changer avec nous votre produit pendant 30 ans». Alors c'est vrai que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité, mais tout d'abord c'est un changement réglementaire. De plus en plus de règles contraignent les entreprises. Déjà, l'obsolescence programmée est interdite. Et puis désormais, il y a aussi des indices de réparabilité pour soutenir, encourager les entreprises à être à avoir des bonnes pratiques de bonne durée de vie, de réparation et d'être transparentes. Et puis, pour les entreprises, c'est un formidable levier de création de valeur parce que plus les produits durent longtemps, plus on va les acheter cher parce qu'on sait qu'ils vont durer longtemps ou on pourra les revendre à un bon prix. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples dans des sociétés qui ont, adopté cette approche d'économie circulaire pour se rendre compte ce que ça représente, comment ça se décline et puis les résultats peut-être? Ouais. Ben, prendre une filière classique déjà, l'automobile, il y a de la réparation, il y a des ventes d'occasion, mais il y a quand même des acteurs qui vont plus loin que ça. On pense à Renault qui construit sa Refactory, voilà, qui a transformé l'usine de Flins en usine de reconditionnement de voitures, mais à une échelle industrielle pour rendre des voitures d'occasion de qualité plus accessibles. Voilà, ça c'est dans l'automobile, mais après il y a un autre extrême, il y a Decathlon qui développe la location, la réparation sur des produits textiles, des produits d'équipements sportifs, et ça c'est très innovant. Est-ce que, je reviens un instant sur ce que vous avez dit précédemment, pour des équipements qui vont durer longtemps, on peut se dire, s'ils sont, d'une fiabilité, à toute épreuve, ils sont peut-être plus chers. Donc question, est-ce que tout ce phénomène renchérit, les produits pour tout le monde? Et puis donc, est-ce que tout le monde peut se le permettre? On ne peut pas s'acheter, certaines classes de la population sont bien obligées, d'arbitrer pour les produits, bon Mmh. marché. Alors, c'est sûr qu'un vrai défi, c'est d'arriver à concevoir des produits qui durent plus longtemps, qui soient réparables, sans qu'ils coûtent plus cher. Et ça, avec l'éco-conception, on y arrive dans un certain nombre de cas. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans les cas où peut-être les produits coûteraient un peu plus cher, c'est sûr que c'est un changement de réflexe. Il faut envisager de changer moins fréquemment, d'acheter des produits de meilleure qualité. Voilà, on voit le cas dans le textile, peut-être pas acheter des t-shirts à 2 euros, mais des t-shirts à 20 euros, mais qu'on va changer un peu moins fréquemment. Et puis se dire, peut-être qu'on va le revendre et puis en racheter un autre. Donc c'est aussi un peu un changement de mentalité et c'est soutenu par des plateformes qu'on connaît comme Vinted, etc., qui permet aussi si on en a marre d'un produit, de changer, mais sous réserve qu'on ait quand même acheté quelque chose de bonne qualité au début.
Donc demain, si je vais chez Decathlon, il y a même l'idée que je puisse juste, emprunter, une raquette, ne plus l'acheter, hein. Il y a une Mmh. différence d'usage aussi, ça peut aller jusque-là? Oui, bien sûr et en fait, la location notamment dans ce cas-là, c'est un très bon exemple. En fait, on a plein de choses chez nous qui dorment, qui servent très peu. Voilà l'exemple voilà la raquette, la Oui, tente de u camping. une voiture, on sait qu'elle passe la plus grande partie de sa vie immobilisée, au parking. Exactement et donc c'est là où pour le consommateur, c'est aussi une opportunité en fait, de payer moins cher in fine. Il a pas besoin d'acheter tout le produit qui va dormir chez lui, il va le louer uniquement quand il en a besoin et pour le fabricant, ben, c'est lui au contraire, il maximise le chiffre d'affaires du même produit qu'il a produit qu'une fois, mais qu'il est capable de faire d'en faire bénéficier plusieurs utilisateurs. Et est-ce que, vous évangélisez sur ces pratiques, différents publics et notamment, les étudiants? Alors, on ne peut pas échapper aux enjeux climatiques à l'école des mines, hein, très très avancés, hein. Je crois que le plan stratégique de l'école des mines a positionné, l'école sur ces questions de transition environnementale, énergétique, écologique dès 2017. Il y a, le The Transition Institute, hein, dirigé par Mmh. Nadia Amézi avec des projets ambitieux de recherche et puis également Jean-Marc Jancovici qui prend la parole régulièrement. Vous avez animé ces derniers jours une journée autour d'un serious game sur cette thématique. Comment ça se passe et puis quelle est la réaction de ces jeunes étudiants? Oui. Alors, effectivement, moi, je suis intervenu sur cette thématique qui est à la fois dans un cours d'entrepreneuriat, mais une thématique sur l'économie circulaire qui mobilise beaucoup les étudiants. Alors concrètement, le jeu, c'était, sur une journée, un serious game, donc c'est une modélisation, d'entreprise où chaque équipe, se voit confier les clés d'une entreprise de vélo et au fil de la journée, qu'elle doit, retourner au sens économique, elle doit rendre rentable et circulaire, en s'appropriant les nouvelles stratégies, en faisant des choix opérationnels, de dimensionnement d'équipe et cetera. C'est un vrai défi, c'est pas simple, mais ils y arrivent à la fin de leur journée et moi, ce que j'ai pu observer, c'est la formidable énergie des étudiants, cette jeune génération qui est extrêmement motivée par cette thématique-là et qui découvre que c'est également un vrai gisement d'opportunités. Donc l'économie, circulaire, ça va bien au-delà du simple recyclage aussi, hein. Parfois on associe, on fait une association, ça comporte bien plus de dimensions. Ah bah bien sûr, voilà, concrètement, c'est Back Market, c'est Decathlon, c'est les voitures d'occasion, voilà, c'est les marques de textiles parfois qui se lancent dans la location. Enfin, c'est énormément de choses. Et tout de même, l'entreprise, au départ, vise le profit, un profit qu'elle va éventuellement, redistribuer. La question essentielle qu'on peut se poser, c'est: est-ce que la recherche de rentabilité est compatible avec l'économie circulaire? Est-ce que parce qu'on pratique l'économie circulaire, on va être moins rentable? Est-ce qu'il y a une phase de transition? Vous pouvez, développer là-dessus? Alors, c'est un défi exigeant, mais c'est tout à fait possible. L'économie circulaire n'est pas du tout antagoniste avec la rentabilité. C'est notre conviction et on le voit dans beaucoup de cas. Au contraire, c'est même dans certains cas même plus rentable. Par exemple, la location, c'est des revenus récurrents sur des produits, bah, si on les a bien conçus, qui peuvent effectivement générer un chiffre d'affaires très intéressant, tout en ayant été construit qu'une fois. Mais ça ne se fait pas au hasard. Pour être rentable et écologique, il faut avoir effectivement une stratégie très claire, qui soit appropriée au produit, comme on l'évoquait avant, et puis bien construire toute sa chaîne opérationnelle. Et c'est un vrai travail de reconception. On ne peut plus réutiliser les réflexes d'avant. Mais il faut tout repenser de bout en bout, et on y arrive. Beaucoup de sociétés vous sollicitent là-dessus? Ça monte? Ça diffuse? C'est une thématique qui monte, absolument. Ouais. La société, je le disais, doit générer de l'argent pour financer les ressources qui lui permettent de produire, doit générer des réserves, hein, pour les moments plus difficiles, pour se couvrir, des risques. Les investisseurs, les actionnaires attendent un retour de leurs investissements. Donc, est-ce que, s'il y a arbitrage pour l'économie circulaire, pour, l'intégrer, il y a d'abord une phase de transition où les coûts sont plus importants et on parvient à toucher ses objectifs? Comment ça se goupille? Ouais. Alors c'est sûr que c'est une vraie transition. On ne se décrète pas circulaire du jour au lendemain. Il y a bien souvent une première phase où il faut expérimenter le modèle, le comprendre là où c'est compliqué. Et en fait, qu'on s'aperçoit dans l'économie circulaire, ce qui est très difficile, c'est d'accéder aux produits qui sont usagés, parce que c'est des changements de mentalité. Il faut donner envie aux gens, aux utilisateurs de redonner leurs produits. Et ça prend du temps de comprendre comment y accéder. Il y a un écosystème nouveau à mobiliser. C'est des nouveaux métiers. Et donc, il faut apprendre. Donc, il y a souvent une phase d'expérimentation, de pilote, où là, effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on apprend. Et on se prépare pour, là, cette fois-ci, une phase d'accélération qui, là, peut être rentable.
Dernière question, pour, réussir la transition écologique. C'est crucial d'emmener tous les citoyens, hein. Je vois que vous embarquez, vous essayez d'embarquer les étudiants. On peut pas transformer une société contre sa volonté? Il faut, qu'ils embarquent? Ah, bien sûr que c'est, la mobilisation de tous, des acteurs économiques, des pouvoirs publics et puis des consommateurs va être clé. Mais on voit que ça se passe en ce moment un peu de tous les côtés quand même, par la réglementation, par les habitudes des consommateurs qui changent et puis voilà, les acteurs économiques qui voient des opportunités. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, Grise. Je Avec rappelle que vous plaisir. êtes directeur des Grise et au cabinet d'études Argan Co, cabinet de conseil en stratégie. Et vous l'avez compris, cette émission était davantage consacrée à l'économie circulaire aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez appliquer le modèle à cette émission, réécoutez-la, faites-la circuler, recyclez-la, partagez-la. Elle est recyclable car réécoutable. L'impact, c'est à la portée de tous, vous l'avez bien compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.